Agatha Christie a dit que l'amour d'une mère ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Il pourrait anéantir impitoyablement tout ce qui se trouve en travers de son chemin. Visiblement, le cartel de Los Zetas n'aime pas les polars, parce qu'après avoir enlevé et tué de sang-froid la jeune Karen, 20 ans, ils vont s'attirer les foudres de sa mère, Myriam. Ce qui ressemble à une blague absurde provoquera l'hilarité générale de ces criminels endurcis. Mais pas pour longtemps. Parce que d'une façon ou d'une autre, ils vont la prendre cette citation. Ils vont réaliser que l'amour d'une mère ne connaît ni loi, ni pitié, ni limite. Myriam, 52 ans, mène une vie tranquille à San Fernando, au Mexique. Elle tient une modeste boutique de vêtements et fait quelques petits jobs complémentaires à droite et à gauche pour boucler les fins de mois. Petite vie rangée et sans problème, sa seule erreur est de vivre dans un pays gangréné par la violence de plus en plus débridée des intouchables cartels. Et au petit jeu de qui sera le plus taré, c'est les Zetas qui gagnent haut la main. Même si aucun groupe criminel n'est un rassemblement d'enfants de cœur, celui-là dépasse tout ce qui a été vu auparavant. Le gouvernement des États-Unis le décrit comme l'organisation la plus à la pointe de la technologie, la plus sophistiquée, la plus puissante, la plus violente et dangereuse au Mexique. Ancien bras armé du cartel du Golfe, ses membres fondateurs faisaient partie des unités d'élite de l'armée mexicaine, qui, après avoir combattu des narcotrafiquants, se sont dit « Non mais attendez les gars, pourquoi pas nous en fait ?» Habitué à une violence extrême, le groupe a recours à des méthodes repoussant les limites du macabre. En 2011, ils vont détourner plusieurs bus contenant des centaines de passagers. Les femmes seront violées avant d'être tuées, et les hommes seront forcés de se battre à mort. On leur donnera des couteaux, marteaux, machettes et autres armes blanches avec une seule consigne. Soit c'est l'homme en face, soit c'est toi. Les gagnants seront recrutés comme tueurs à gages et les perdants seront enterrés dans une fosse commune. Au total, 193 corps seront exhumés. Les Zetas ne sont pas juste timbrés, ils sont aussi extrêmement puissants. Ils n'hésitent pas à utiliser des enfants soldats, ont à leur botte de nombreux policiers corrompus et comptent beaucoup d'anciens membres des forces spéciales de l'armée guatémaltèque. Ils se structurent en différentes divisions, comme les Faucons ou les Cobras, chacune avec son camp d'entraînement, ses armes de guerre et ses narcotanks. Des véhicules blindés faits maison. Bref, c'est pas franchement des rigolos. Leur simple présence dans San Fernando a poussé des milliers et des milliers d'habitants à fuir la région. Ce n'est pourtant pas le cas de Myriam et sa famille, malheureusement habitués à cette sauvagerie quotidienne. Mais tout va changer le 23 janvier 2012. Karen, 20 ans, vient de finir ses cours. Elle rentre chez elle à bord de son pick-up quand des hommes armés forcent son véhicule. Ils la ligotent, prennent le volant et partent avec elle. Le groupe la conduit jusqu'à sa maison. Personne n'est présent. Ses parents sont divorcés et sa mère travaille actuellement au Texas. Les kidnappeurs jettent Karen au sol avant de retourner les meubles à la recherche d'objets de valeur. En vain, les Rodriguez mènent une vie très modeste. Soudain, un homme toque à la porte. C'est l'oncle de Karen, un mécanicien venu jeter un coup d'œil au camion de la famille. Les malfaiteurs l'attrapent, laissent un téléphone et s'enfuient avec leur prise du jour. Myriam reçoit la nouvelle à 4h du matin lorsque sa fille aînée l'appelle. Le cartel vient de contacter son ex-mari, le père de Karen, et demande une rançon d'1 million de pesos, soit 55 000 € environ, à payer dès le lendemain. Comme preuve de vie, il leur passe Karen qui leur dit « Si vous payez, ils me relâcheront. Et sinon, je suppose que c'est un adieu. » Quelques instants après, Myriam reçoit elle aussi le même coup de fil. Alors gouvernante pour des médecins texans, elle lâche tout, laisse un mot et rentre immédiatement à San Fernando. Myriam, son ex-mari et leur fils aîné vident leur compte en banque jusqu'au dernier centime. Mais ça ne suffit pas. Alors ils contractent un prêt pour compléter la somme, et ils parviennent à déposer l'argent comme convenu, juste à temps. Mais aucune nouvelle de Karen. Les heures passent et une peur primale s'empare de la famille. Et si elle ne revient jamais ? Ce que les Rodriguez ne savaient pas à ce moment, c'est que la rapidité avec laquelle ils ont payé leur rançon ont poussé les kidnappeurs à reconsidérer leur demande. Les jours qui suivent, ils rappellent Myriam pour demander plus d'argent. 1 000 $ par-ci, 500 par-là, encore et encore. Désemparée, la mère paye à chaque fois, puis demande finalement à rencontrer quelqu'un. Et à sa grande surprise, ils acceptent. Dans une scène surréaliste, elle se retrouve à déjeuner avec un homme se présentant comme le chef de l'opération. Fin et rasé de près, il n'hésite pas à dévoiler son visage, mais ne communique pas son nom. Un talkie-walkie attaché à sa ceinture diffuse des messages sporadiques pendant que Myriam le supplie de relâcher sa fille. Pourtant, l'homme lui assure que le cartel ne la détient pas, mais il offre de l'aider à la retrouver contre 2 000 $. Myriam sait, mais elle paye tout de même. C'est la dernière fois qu'elle lui parlera. Cet homme ne répondra plus jamais à ses appels. Mais d'autres membres la contacteront pour demander quelques centaines de dollars tous les 2 ou 3 jours. Myriam payera sans faute. À chaque nouvelle demande, un peu d'espoir renaît. À chaque attente vaine, la détresse revient encore plus brutale.
Après un mois, Myriam réalise l'évidence. Elle se tourne vers sa famille pour leur dire « Karen ne reviendra jamais. Elle est morte. » Il n'y a pas d'apitoiement dans sa voix, de douleur explicite sur son visage ou même de larmes sur ses joues, mais une voix froide, calculée et réfléchie. Surtout lorsqu'elle ajoute « Avec le temps qu'il me reste, je jure que je vais retrouver chacune des ordures qui a fait ça à ma fille, et je vais les faire payer, un par un, jusqu'à ma mort. » Débute alors la traque, sauf qu'à présent, les proies ont changé de camp. La chasse s'ouvre sur Facebook. Myriam passe des centaines d'heures à écumer chaque image, chaque vidéo, chaque post, chaque trace que sa fille a laissée sur les réseaux. Elle n'a qu'un seul indice. Lors de son déjeuner avec le membre du cartel, un appel radio a révélé un nom. Sama, sans doute le sien. La mère a un nom et un visage. Reste plus qu'à trouver un Death Note. Un matin, elle tombe sur une photo. C'est lui, Sama. Il pose nonchalamment avec une jeune femme qui porte l'uniforme d'un glacier situé à Ciudad Victoria, une ville à 2 heures de route. Myriam planque devant les shops pendant des semaines, jusqu'à connaître les horaires de la femme par cœur. Elle attend patiemment que Sama pointe le bout de son nez, et quand il finit par le faire, elle suit le jeune couple jusqu'à chez eux. Maintenant, Myriam a leur adresse, mais ça ne suffira pas à faire arrêter qui que ce soit. Il est temps de passer à la seconde partie du plan. La quinquagénaire se teint les cheveux en rouge, se forge une fausse pièce d'identité et récupère l'uniforme d'un ancien petit travail accompli au ministère de la Santé. Grimée, méconnaissable, elle commence le porte-à-porte chez les voisins en prétextant un sondage pour recueillir toutes les informations qu'elle peut. Une fois son dossier monté, Myriam se rend aux autorités. Elle expose toutes les preuves récupérées en implorant leur soutien. Apathique, personne ne bouge le petit doigt, que ce soit le poste de police locale ou les institutions nationales. Mais à force d'insister, au bout d'un moment, un policier fédéral accepte de l'aider. Impressionné par le travail acharné de cette mère esseulée, l'homme devenu commandant témoigne. Elle s'est rendue à chaque strate du gouvernement et toutes lui ont claqué la porte au nez. L'aider à traquer les personnes lui ayant ôté sa fille a été le plus grand privilège de ma vie. Le 15 septembre 2014, la veille de l'anniversaire de l'indépendance du Mexique, Sama est arrêté. Il n'hésite pas à balancer plusieurs de ses complices, dont un, Christian, âgé d'à peine 18 ans. Lui aussi est coffré par la police et lorsqu'on l'interroge, il est inquiet, effrayé même. Il demande s'il peut voir sa mère pendant que Myriam l'observe de l'autre côté de la vitre. Puis Christian, d'une petite voix, dit qu'il a faim. À ce moment-là, Myriam se lève, rentre dans la salle et lui offre son repas, avant d'aller lui acheter un coca. Surpris, un officier la questionne et elle répond « C'est encore un enfant, et peu importe ce qu'il a fait, je suis toujours une mère. » Après ça, Christian raconte tout ce qu'il sait. Avant de conclure, je vais vous conduire au ranch où les corps sont enterrés. À l'extrémité d'une route délabrée, le ranch n'est qu'une maison empissée, criblée de balles, résultat d'une opération des soldats mexicains. 6 des 11 kidnappeurs de Karen ont été tués dans cette attaque, raconte Christian à Myriam. Mais elle écoute à peine. Les restes d'un tracteur rouillé marquent l'emplacement de la fosse. La quinquagénaire cherche à travers la pile de débris laissée par le cartel. Tessons de bouteilles, dessous de tables recouverts de taches de sang, eau de tailles variées. Des cordes de potence pendent encore aux arbres alentours. Soudain, Myriam s'arrête de fouiller. Dans ses mains se trouve l'écharpe de sa fille. Elle savait, maintenant elle voit. Sur le chemin de retour, elle passe à côté d'un restaurant de barbecue situé juste à l'entrée de la route délabrée. Elle y avait mangé avec sa fille aînée 2 jours après la disparition de Karen. Myriam se souvient qu'une résidente qu'elle connaissait très bien, Elvia Yoliza Bettencourt, s'y trouvait, assise seule en train de siroter un soda. Elle lui avait dit bonjour et lui avait demandé si elle savait pour Karen. Tout le monde était déjà au courant. Pourtant, Bettencourt avait prétendu l'inverse, ce que Myriam avait trouvé bizarre. À présent, en repassant devant, tout s'éclaircit. Peut-être que Bettencourt savait quelque chose, peut-être même qu'elle montait la garde au cas où la police arriverait. La stupeur se transforme vite en rage. Elle connaissait cette fille depuis toute petite, depuis qu'elle avait été abandonnée par une prostituée à une maison close. Elle avait même pris l'habitude de lui donner les vieux habits de Karen. Comment avait-elle pu ? Myriam fonce chez elle pour poursuivre ses recherches. Elle découvre très vite que Bettencourt entretient une relation amoureuse avec l'un des kidnappeurs de Karen, actuellement emprisonné pour un autre crime. La mère planque alors devant la prison pendant des semaines, aux heures de visite, jusqu'à ce que Bettencourt se pointe. Quand la police l'arrête, les flics remarquent que plusieurs appels des kidnappeurs proviennent de sa maison. Un responsable en moins. À mesure que les mois passent, la traque de Myriam devient de plus en plus compliquée. Ses maigres pistes s'évanouissent vite. Certains des coupables sont morts, d'autres sont en tôle, et ceux encore libres tentent de se construire de nouvelles vies.
Chauffeur de taxi, fleuriste, livreur de gaz, ou dans le cas d'Enrique, nouveau chrétien. Myriam part pour Aldama, la petite ville de 13 000 habitants qui a vu naître Enrique. Elle se rend chez sa grand-mère pour l'interroger. Celle-ci lui raconte que le garçon a toujours été source de problèmes, mais qu'au moins maintenant, il va à l'église tous les dimanches. Évidemment, le dimanche suivant, Myriam va se recueillir elle aussi. Et elle le trouve là-bas, en train de prier. Quand les flics débarquent au milieu de la messe, les paroissiens ont du mal à le croire. L'un d'eux implore la clémence de la mère, ce qui la fait bien rire. Où était sa compassion quand il a tué ma fille ? Après plusieurs années de chasse, Myriam arrive enfin au bout. Il ne reste plus que quelques cibles. Et la prochaine est un fleuriste. Elle le traque depuis plus d'1 an, à surveiller la moindre de ses traces numériques, à faire semblant de se lier d'amitié avec ses connaissances, à inventer des excuses pour rencontrer ses proches, même si cela n'aboutit à rien. Mais à force, elle a fini par obtenir un tuyau d'une veuve. Celle-ci l'a vu vendre des roses à la frontière, sur le pont reliant le Mexique au Texas. Sans réfléchir, Myriam enfile un imperméable au-dessus de son pyjama et fonce à la frontière. Elle serre son revolver dissimulé dans son sac, tandis qu'elle arpente le pont de long en large. Puis enfin, elle le voit. Mais lui aussi la reconnaît et il prend la fuite. Myriam, 56 ans, parvient à le rattraper et le plaque au sol. Elle appuie le canon de son arme dans son dos et lui intime de ne pas bouger s'il ne veut pas mourir. L'ancien criminel ne remue pas. Il a entendu parler d'elle, de la mère partie en guerre contre le cartel le plus violent de tout le pays. Comme tout le monde en fait. D'une voix calme et lucide, il annonce simplement « Ils te tueront ». Myriam répond au tac au tac « Impossible. Je suis morte le jour où vous avez tué ma fille ». 1 heure plus tard, la police arrive et l'embarque. 1 an après, en mars 2017, une trentaine de prisonniers s'évadent du pénitencier de Ciudad Victoria, là où étaient enfermés les tueurs de Karen. Myriam sait. Son heure est venue. Alors, le jour de la fête des mères, lorsque Myriam arrive chez elle et sort de sa voiture, elle n'est pas surprise de voir des hommes débarquer et aussitôt ouvrir le feu. Il faudra plusieurs sicarios entraînés pour faire taire la mère de Karen. Il faudra 13 balles pour enfin arrêter Myriam. Une activiste dont la vie inquiétait plus le tout-puissant cartel que sa mort. Une femme plus courageuse que les policiers, l'armée et le gouvernement mexicain réunis. Une mère enterrée juste à côté de sa fille, qui à présent peut reposer en paix.